À 19 ans, Sydney Powell est une jeune fille épanouie. En deuxième année à l'université, elle fait la fierté de ses parents, Steven et Brenda, dont elle a toujours été très proche. Malheureusement, une fois de plus, les apparences étaient plus que trompeuses et Sydney cachait un secret inavouable. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. L'affaire d'aujourd'hui est vraiment choquante et met en lumière les conséquences dévastatrices de l'engrenage du mensonge. J'ai d'ailleurs hâte de lire vos retours, mais sans plus attendre, je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. C'est le 29 mars 1969 à Salem, en Ohio, que Brenda vient au monde. Elle grandit dans une famille aimante entourée de ses parents et de son frère Tom. Brenda est très prévenante, elle adore les enfants et, naturellement, après avoir obtenu l'équivalent de son baccalauréat, elle s'oriente vers des études dans le médical. Après l'obtention de son diplôme, elle trouve un poste à l'hôpital dans le très difficile service d'oncologie infantile. Là, elle s'épanouit pleinement, très investie dans son travail, elle fourmille de projets pour aider ses petits malades et leurs familles à surmonter au mieux les terribles épreuves qu'ils traversent. Elle fonde un programme d'oncologie pour adolescents, elle planifie des activités pour toutes les familles afin de leur permettre de se changer les idées et de les aider à célébrer chaque succès pour qu'ils puissent se créer de beaux souvenirs malgré la maladie. Elle travaillera 28 ans dans cet hôpital et deviendra une figure incontournable. Elle est aussi bien appréciée de ses collègues que de ses petits patients et de leur famille. Elle est très maternante, douce et les soutient à merveille. Côté vie privée, en 1995, alors qu'elle a 26 ans, elle rencontre celui qui deviendra l'homme de sa vie et le père de ses enfants, Steven Powell. C'est un véritable coup de foudre entre eux, le couple ne tarde pas à se marier un an plus tard et rapidement Brenda découvre qu'elle est enceinte. C'est comblé de bonheur qu'elle donne naissance à une première petite fille que le couple décide de prénommer Sydney. Quelques années plus tard, c'est un petit garçon, Andrew, qui vient agrandir la famille. Brenda est accomplie, elle a toujours rêvé de devenir maman et s'épanouit dans ce rôle. Malgré son travail très prenant et parfois difficile, elle met un point d'honneur à être le plus présente possible pour ses enfants. Avec Steven, ils forment un couple uni et complice, offrant un foyer stable et heureux à leurs 2 enfants. La famille vit dans une jolie maison dans la ville paisible d'Akron. Steven, issu d'un milieu modeste, travaille à l'usine, les enfants grandissent bien et font le bonheur de leurs parents. Les Powell savent que dans la vie, on n'a rien sans rien. Ils mettent un point d'honneur à donner la meilleure éducation à leurs enfants, à leur inculquer le goût de l'effort et de l'excellence, afin que plus tard ils puissent choisir et exercer la profession de leurs rêves et être épanouis dans leur vie. Les études sont donc importantes pour eux et les enfants, le frère et la sœur, assimilent très rapidement que bien travailler à l'école est important. Ils sont, de ce fait, de très bons élèves. Sydney, particulièrement, incarne le modèle de la fille sage et sérieuse. Excellente élève, parmi les meilleurs de son lycée, elle excelle également sur le plan sportif, pratiquant le football et la crosse. Elle peut toujours compter sur ses parents pour la soutenir, ils assistent à chacun de ses matchs. Elle est d'ailleurs particulièrement proche de Brenda. Souvent, les filles font des sorties entre elles, tandis que les garçons regardent les matchs de leur équipe favorite ensemble. Dotée d'un charisme naturel, Sydney, comme sa maman, est très appréciée de ses camarades et décrite comme pétillante et sociable. Pouvant paraître timide de prime abord, une fois la glace brisée, elle laisse transparaître une personnalité chaleureuse. Grâce à ses brillants résultats scolaires, elle obtient une bourse universitaire pour l'université de Mount Union, située à moins d'1 heure de chez elle. Toute la famille est extrêmement fière, voyant en elle un avenir prometteur. À sa première rentrée universitaire, c'est enthousiaste, mais le cœur lourd qu'elle quitte sa famille pour s'installer sur le campus.
La première année se passe bien, elle s'adapte à sa vie universitaire, elle partage sa chambre avec sa meilleure amie de lycée, Lorraine. Elle sort peu à peu de sa coquille, faisant de nouvelles rencontres et intégrant même une sororité. Les sororités sont des groupes de jeunes femmes étudiantes ayant les mêmes principes que les fraternités dans les universités américaines. Elles sont souvent associées à des lettres grecques qui identifient chaque groupe et sont impliquées dans diverses activités allant de l'engagement communautaire et philanthropique à l'organisation de fêtes ou de projets étudiants. Ces groupes sont surtout le moyen de se faire des amis et de prendre part à la vie sociale du campus. Sydney s'intègre donc rapidement et met un point d'honneur à travailler assidûment pour atteindre ses objectifs académiques. Toute la famille est fière de sa réussite, elle obtient de très bons résultats. La deuxième année se présente sous les meilleurs auspices, Sydney travaille dur et tient régulièrement ses parents informés de ses notes. Le premier semestre est une réussite. Lorsqu'à la fin de celui-ci, elle vient passer les vacances de Noël en famille, chacun se réjouit du beau parcours de la brillante jeune femme. C'est ainsi qu'arrivent les vacances de printemps. La jeune étudiante de 19 ans, toujours très sérieuse, annonce à ses parents que, contrairement à la tradition, elle ne partira pas passer le spring break à Cancun avec ses amis. Elle préfère rester avec eux à la maison. Brenda et Steven sont ravis d'avoir leur chère petite fille à la maison pour les vacances et ont hâte de passer ces quelques jours avec elle avant qu'elle ne reparte pour finir sa deuxième année. Le 3 mars 2020, la veille des vacances, en début de matinée, alors qu'il est au travail, Steven constate que l'université n'a pas retiré de son compte le paiement de la scolarité de sa fille. Elle a certes une bourse, mais elle est partielle. Ils doivent donc régler leur part chaque semestre. Surpris, il tente de se connecter sur le site de l'université avec l'identifiant de sa fille, mais il ne parvient pas à ouvrir son profil. Il contacte donc Sydney pour lui faire part du problème et lui demander ce qu'il se passe. Elle répond de ne pas s'inquiéter, il doit y avoir une erreur et elle va se renseigner et savoir ce qu'il en est. Après avoir raccroché, tout de même intrigué, il décide de contacter l'université et leur laisse un message. L'université le recontacte dans la matinée. Là, c'est le choc, il apprend stupéfait que Sydney n'est plus inscrite. Steven demande alors des explications, mais la personne au bout du fil lui répond que par respect pour la vie privée de sa fille qui est majeure, elle ne lui en donnera pas davantage. Elle lui conseille de s'adresser directement à elle pour savoir ce qu'il en est réellement. À 11h du matin, ce même jour, Steven reçoit une notification de l'application Live 360, une application permettant de géolocaliser ses amis ou sa famille, lui indiquant que Sydney est à la maison. Elle ne devrait pas être déjà rentrée, normalement à cette heure-ci, elle devrait encore être en cours. Toujours sous le choc de sa conversation avec l'université, Steven décide de rentrer à la maison pour parler avec sa fille qui, manifestement, a des problèmes et lui cache quelque chose. Il prend une pause, laisse son téléphone à l'usine afin que Sydney, qui utilise également cette application de géolocalisation, ne puisse pas être informée de son arrivée et part la rejoindre. 15 minutes plus tard, il arrive à la maison et retrouve sa fille au sous-sol. À ce moment-là, Steven confronte Sydney qui craque et lui révèle qu'elle rencontre des difficultés scolaires ces derniers temps. Elle lui assure toutefois qu'elle est toujours inscrite à l'université, elle a seulement choisi d'alléger les cours ce semestre, s'inscrivant seulement à temps partiel. Steven, qui a toujours été un père à l'écoute, ne comprend pas pourquoi sa fille ne les a pas tenus au courant. Avec Brenda, il ne se doutait absolument pas que Sydney rencontrait des problèmes, il pensait que tout allait bien. Il lui fait une petite leçon de morale en lui disant qu'elle aurait dû leur en parler, que l'on ne doit pas fuir ses problèmes mais les affronter. Il insiste sur le fait qu'avec Brenda, sa mère, ils seront toujours là pour l'aider, pour la soutenir.
À l'issue de cette discussion, Steven est formel, Sydney doit avoir une discussion avec sa mère. Cela sera certainement plus facile pour elle d'en discuter, d'autant plus qu'elles ont toujours été très proches. Brenda trouvera sûrement une bonne façon de soutenir sa fille, elle est connue pour être douce, aimante et bienveillante. Il contacte donc son épouse qui est toujours à l'hôpital, elle vient justement de finir sa journée de travail et s'apprête à rentrer à la maison. Steven lui explique que Sydney est déjà à la maison, qu'elle a des petits problèmes à l'université et que toutes les deux ont besoin d'avoir une discussion. Lorsque Brenda lui demande de quel problème il s'agit, le père de famille qui souhaite responsabiliser sa fille lui répond que Sydney lui expliquera tout lorsqu'elle sera rentrée, car c'est à elle de lui annoncer. Après avoir raccroché avec Brenda et embrassé sa fille, Steven retourne au travail, sachant que son épouse va prendre les choses en main et qu'elle saura trouver les bons mots. De son côté, le coup de téléphone de son mari a beaucoup inquiété Brenda, qui décide immédiatement d'appeler l'université pour savoir ce qu'il se passe. Le doyen n'est pas disponible, étant en réunion, elle laisse alors un message vocal. Lorsque ce dernier, qui occupe une fonction similaire à celle d'un proviseur dans l'université, reçoit le message entre deux réunions, il décide de la rappeler accompagnée de son assistante. Entre-temps, Brenda est arrivée à la maison où se trouve Sydney. La conversation s'amorce et prend rapidement une tournure inquiétante. Alors qu'il est au téléphone avec Brenda, il entend soudain une série de bruits sourds accompagnés de cris. Affolé, il demande ce qu'il se passe. Que se passe-t-il? Vous allez bien? Avez-vous besoin d'aide? Le doyen et son assistante, qui entend tout par le haut-parleur, n'obtiennent plus aucune réponse. Soudain, la communication se coupe. Il la rappelle dans la foulée, mais personne ne répond. Préoccupé, il rappelle plusieurs fois. Au troisième essai, quelqu'un décroche et prétend être Brenda. Cependant, ils se rendent immédiatement compte que ce n'est pas la voix de Brenda, mais celle de Sydney. Elle leur dit « Oui, je suis Brenda, tout va bien ». Le doyen et son assistante perplexes lui répondent « Sydney, je pense que c'est toi, ce n'est pas Brenda ». La communication se coupe alors une nouvelle fois. Ils essaient de rappeler à plusieurs reprises, mais tombent à chaque fois sur la messagerie. Inquiets, ils décident de contacter les forces de l'ordre pour demander une vérification de bien-être. Akron est une petite ville et lorsque les policiers reçoivent l'appel du doyen de l'université, un ami de Steven se trouve parmi les agents présents. Il reconnaît immédiatement l'adresse de la famille et appelle rapidement Steven pour lui dire qu'ils viennent de recevoir une demande de vérification de bien-être à son adresse. Très inquiet, Steven quitte immédiatement son travail pour se rendre sur les lieux. À 13h, les agents arrivent sur place, la scène est filmée par leur dashcam. Ils retrouvent Sydney totalement hystérique, elle crie et est visiblement affolée, elle a du sang sur ses vêtements et réclame son père. Tant bien que mal, en raison de son état, les policiers parviennent à obtenir quelques informations d'elle. Elle prétend qu'alors qu'elle était avec sa mère dans la maison, elles ont entendu un grand bruit sourd. Sa mère lui a alors demandé de sortir de la maison, ce qu'elle a fait immédiatement. Elle affirme que pendant qu'elle était à l'extérieur, un intrus s'est introduit chez eux et a tué sa mère. Lorsqu'elle est revenue, elle a trouvé sa mère allongée sur le sol, couverte de sang. Il découvre effectivement Brenda allongée sur le sol. Elle est toujours vivante, mais couverte de sang. À ses côtés se trouve une poêle enfant ensanglantée, ainsi qu'un couteau de cuisine. Les secours sont immédiatement appelés sur les lieux. Malheureusement, la mère de famille décédera peu après son arrivée à l'hôpital, à l'âge de 50 ans. En faisant le tour de la maison, les enquêteurs constatent qu'une vitre a été brisée. La seule certitude des policiers est que Brenda a été attaquée alors qu'elle était au téléphone. Le seul témoin est Sydney. Entre-temps, Steven est arrivé, le père de famille est bouleversé. Sydney, qui semble être en état de choc, s'est effondrée dans l'allée, faisant une crise de catatonie. Ses yeux sont révulsés, elle griffe le sol au point que ses doigts saignent, elle ne répond pas aux stimuli auditifs. Elle est donc rapidement prise en charge par les secours et, en raison de son état, conduite en unité psychiatrique.
Une fois son état stabilisé, elle est interrogée. Toutefois, elle ne donne que très peu d'informations et ne peut pas décrire le tueur. Elle est encore visiblement très marquée par le drame et ne cesse de répéter « Sors de la maison, sors de la maison ». Elle semble complètement traumatisée par ce qui est arrivé à sa mère, donnant l'impression de faire une rupture mentale. Pendant ce temps, sur place, les enquêteurs continuent d'examiner la scène du crime. Brenda a été frappée avec la poêle avant d'être poignardée au moins 30 fois, dont 23 fois au niveau du cou et de la gorge avec le couteau de cuisine. Le mode opératoire interpelle immédiatement les enquêteurs. Le tueur serait entré dans la maison, aurait pris une poêle à frire et un couteau dans la cuisine avant d'attaquer Brenda, l'assommant d'abord avec la poêle pour la poignarder ensuite. Logiquement, les enquêteurs pensent qu'un intrus venant cambrioler la maison se serait contenté d'assommer Brenda avec la poêle pour la neutraliser, il ne l'aurait pas poignardée ensuite plus de 30 fois. À moins que le tueur n'ait eu des griefs envers la pauvre femme, mais Brenda, qui était appréciée de tous, ne semblait pas avoir d'ennemis ni de personnes lui souhaitant du mal. De plus, rien dans la maison n'a été volé. Il trouve du sang sur la fenêtre brisée, ce qui suggère qu'elle a été cassée après le meurtre. L'hypothèse d'un intrus devient alors de plus en plus improbable. C'est en interrogeant les autres témoins de ce crime, le doyen et son assistante, que les enquêteurs vont découvrir que Sydney ne leur avait pas tout dit. La jeune fille de 19 ans leur cachait encore bien des secrets. Alors que son parcours au lycée se déroule sans accroc, l'université réserve à Sydney des défis inattendus. Contrairement à ce qu'elle raconte à ses proches, dès sa première année, elle se retrouve confrontée à des difficultés qu'elle s'efforce de surmonter par un travail acharné. Malgré ses efforts, l'université lui fait savoir que ses notes sont toujours trop faibles et qu'elle devrait envisager une autre orientation. Toutefois, la jeune fille s'accroche, refusant de changer de filière. Cependant, en entamant sa deuxième année, la situation se détériore. Elle peine à suivre le rythme et ses résultats chutent de façon drastique, une expérience inédite pour cette jeune étudiante de 19 ans habituée à exceller. Malgré ses efforts, ses performances ne dépassent pas la moyenne et ses notes se limitent à des C. Elle rate durant cette période 3 examens sur 4. À la fin du premier semestre, elle est convoquée et les représentants de l'université lui annoncent qu'elle est suspendue pour le second semestre. C'est un véritable choc pour Sydney, habituée à la réussite et exigeante envers elle-même. L'image qu'elle a toujours renvoyée d'élève modèle et brillante s'effondre brutalement, laissant place à un sentiment d'échec insupportable. Refusant d'affronter cette réalité, Sydney choisit la fuite. Elle dissimule son échec à sa famille et à ses amis, s'enfermant dans le déni, un déni qui durera des mois. Privée de cours et contrainte de quitter sa chambre universitaire, elle assiste à son dernier cours officiel en décembre 2019. Lorsque les vacances de fin d'année arrivent, comme je vous l'ai dit précédemment, elle rentre dans sa famille, mais au lieu de leur révéler toute la vérité, elle continue à leur faire croire que tout va bien. À la rentrée, Sydney retourne sur le campus et réinvestit sa chambre universitaire, profitant du délai entre le départ d'un étudiant et la désactivation de sa carte d'accès pour continuer à y accéder. Elle conserve ainsi une façade de vie universitaire normale, continuant à fréquenter ses amis et à assister à certains cours. Pendant un certain temps, elle parvient à maintenir cette illusion, utilisant astucieusement sa clé pour accéder à sa chambre après la désactivation de sa carte d'accès. Seuls quelques employés de l'université sont au courant, préservant ainsi le secret entourant sa situation. Aucun de ses amis n'est au courant, au contraire, on lui propose même un poste de direction au sein de sa sororité. Lorsque les administrateurs du campus contactent la sororité pour les informer que Sydney ne peut pas prétendre à ce poste, dans un souci de respect de sa vie privée, il ne mentionne pas la raison de cette décision,
gardant secrète son expulsion de l'université. Face aux questions de ses amis concernant sa situation, Sidney parvient à trouver des excuses habiles pour éviter de révéler la vérité. Les semaines passent et elle maintient l'illusion avec succès. Cependant, fin février, elle reçoit un avis d'expulsion et est convoquée par les responsables de l'université. Sidney se présente donc devant le doyen qui lui rappelle qu'elle n'est plus inscrite et ne peut donc plus résider dans la résidence universitaire. L'étau se resserre autour d'elle alors que les responsables souhaitent contacter ses parents. Ils lui demandent si elle les a mis au courant de la situation. Elle répond que oui, mais que sa famille traverse une période difficile à cause de son frère. C'est donc la raison pour laquelle elle a traîné à quitter sa chambre universitaire. Sidney insiste lourdement pour qu'il ne les contacte pas. Étant donné qu'elle est majeure, ils n'ont aucune obligation de le faire et y renonce. L'agent de sécurité, suite à cette convocation, l'escorte finalement hors des dortoirs. Une fois de plus, elle ment à ses amis, ses camarades, en prétendant retourner vivre chez ses parents et faire une pause dans ses études. Expulsée des dortoirs, Sidney se retrouve alors sans abri. Incapable d'affronter la réalité et de tout révéler à ses parents, elle passe plusieurs nuits dans différentes chambres d'hôtel. Elle paie en espèces pour que ses parents ne se rendent compte de rien et dans sa voiture. Heureusement pour elle, les vacances de printemps arrivent à grands pas. Elle va pouvoir rentrer chez elle, trouver un peu de répit. Souvenez-vous qu'elle avait annoncé à ses parents renoncer à partir avec ses amis à Cancun pour le spring break pour passer ses vacances avec eux. L'attention maternelle de Brenda l'a conduit à remarquer un changement chez Sidney depuis un certain temps. Le 25 février 2020, elle envoie un message à sa fille exprimant ses préoccupations. « Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu me caches quelque chose. » Elle lui rappelle également l'importance de maintenir de bonnes notes pour conserver sa bourse. Une fois de plus, Sidney ment à sa mère lui assurant que ses résultats scolaires sont bons. Continuant à entretenir l'apparence d'une vie normale, Sidney se rend sur le campus pendant la journée, attendant le début des vacances scolaires. Elle fait semblant de travailler à la bibliothèque ou dans des cafés, tandis que ses amis assistent aux cours, préservant ainsi les apparences de normalité. Cette routine se prolonge jusqu'au 3 mars 2020, début des vacances de printemps, le jour où tout a basculé. La police connaît désormais la vérité concernant la jeune fille. Tous les soupçons se tournent alors vers Sidney. Aurait-elle tué sa mère pour l'empêcher de tout découvrir? Les enquêteurs sont désormais convaincus que Sidney était prête à tout pour empêcher la vérité d'éclater. Alors que Brenda était au téléphone avec le personnel de l'université, elle serait donc allée dans la cuisine prendre une poêle et un couteau et l'aurait attaquée, la tuant. Elle est arrêtée le lendemain du drame et accusée du meurtre de sa mère. Pour les membres de sa famille, c'est un terrible choc. Ils n'arrivent pas à croire que ces accusations envers la jeune femme puissent être vraies. Après la perte de Brenda, ils voient Sidney partir en prison. Le jour suivant, c'est depuis la prison par vidéo que Sidney comparaît, les larmes aux yeux. Plusieurs membres de sa famille sont présents. Elle plaide non coupable, une caution de 250 000 $ est demandée ainsi qu'une évaluation de santé mentale. Malgré le choc et la douleur, son père décide de rester aux côtés de sa fille et de la soutenir. Il paie les 250 000 $ de caution, elle est donc libérée dans l'attente de son procès. Pendant 2 ans, elle va rester chez sa grand-mère, la mère de sa mère, qui possède une ferme. Pendant toute cette période, elle est suivie et rencontre différents psychologues. En 2022, à l'ouverture de son procès, Sidney a 21 ans, elle plaide non coupable pour cause d'aliénation mentale. Toutefois, pour le procureur, Sidney n'est pas folle, elle simule la maladie mentale, elle savait ce qu'elle faisait. Il souligne le fait qu'elle avait essayé de dissimuler son crime en cassant une fenêtre, faisant croire à l'intervention d'un tiers inconnu. Elle avait donc conscience que ce qu'elle faisait était mal. Juste avant que la police arrive, après que son ami l'ait informé qu'un contrôle de bien-être avait été demandé à son adresse,
son père, inquiet, l'avait contacté par téléphone. Sydney avait répondu calmement, lui assurant que tout allait bien. Il voulait parler à son épouse, mais elle lui avait dit qu'elle n'était pas disponible, étant en communication avec l'université, alors qu'en réalité, elle venait tout juste de la tuer. Pour le procureur, c'est au moment de cet appel que Sydney a réalisé que la police était en route. Dans une tentative de brouiller les pistes, elle a alors brisé la fenêtre pour faire croire à l'intervention d'un intrus. À l'hôpital, elle ne cessait de répéter « Sors de la maison, sors de la maison ». Pour l'accusation, elle essayait ainsi de se couvrir, de faire croire à un traumatisme lié à l'intrusion d'un étranger. Les résultats de l'autopsie montrent également que Sydney savait ce qu'elle faisait, car tous les coups étaient concentrés sur le cou et la gorge. Il y avait donc bien une réelle volonté de tuer. Brenda avait également de nombreuses coupures sur les mains, ce qui signifie qu'elle avait tenté de se défendre contre sa fille. Le procureur a avancé que mentir, cacher la vérité, fuir et tenter d'impliquer autrui sont des signes que la personne sait que ses actes sont répréhensibles. Selon lui, elle distinguait le bien du mal, ce qui est le critère déterminant pour établir si quelqu'un est criminellement responsable. La défense fait ensuite venir plusieurs experts pour parler de la santé mentale de Sydney. Selon eux, 3 psychologues ont constaté que l'étudiante souffrait de schizophrénie et qu'elle avait fait un épisode psychotique ce jour-là. Pour le thérapeute qui la suit depuis le drame, c'est une évidence, Sydney souffre de schizophrénie. Il explique qu'elle avait subi de nombreuses commotions cérébrales dans sa jeunesse à cause du sport, ce qui avait aggravé ses symptômes. Selon ce dernier, avant le crime, elle avait eu des hallucinations, elle avait vu des flammes sortir de ses mains ainsi que des personnages de dessins animés apparaître à ses côtés. Il ajoute, pour finir, qu'elle entendait aussi des voix qui lui disaient des choses terribles, qu'elle était une perdante, qu'elle ne valait rien, que personne ne l'aimait. Sydney a toujours prétendu qu'elle ne se souvenait pas de l'attaque. Son thérapeute explique que grâce à la thérapie, elle a peu à peu récupéré quelques souvenirs par flash. Elle s'était souvenue, entre autres, d'être sur le canapé avec sa mère, lui faisant un câlin lorsque le téléphone a sonné. Pour lui, tout correspondait à un épisode psychotique. Même si le diagnostic de schizophrénie n'avait pas été posé avant le drame, selon les experts, il y avait eu des prémices lorsqu'elle était au lycée. L'une de ses professeurs est venue témoigner en expliquant qu'un jour, lorsque Sydney était en dernière année, elle était tranquillement dans sa classe lorsque l'adolescente était entrée en pleurs. Elle était totalement affolée, elle devait passer un important examen de chimie et elle ne cessait de répéter qu'elle ne voyait plus les chiffres. Elle était en pleurs, incontrôlable. Sa prof était donc partie voir le professeur de chimie en lui demandant de reporter l'oral de la jeune fille, ce qu'il avait accepté. Cette affaire n'a jamais été rapportée aux parents de Sydney. Pour les avocats, la jeune étudiante n'avait pas supporté la pression universitaire, ce qui avait déclenché et accéléré sa maladie mentale. À la fin du procès, lors de son plaidoyer final, le procureur insiste sur le fait que Sydney, au moment du drame, savait que ce qu'elle faisait était mal. Elle avait essayé de dissimuler sa culpabilité en maquillant la scène de crime et en tentant de mettre les enquêteurs sur une mauvaise piste. Il rappelle que ce ne sont pas les hallucinations, l'anxiété ou quoi que ce soit d'autre qui doivent entrer en compte. Dans le droit américain, le critère qui détermine si quelqu'un est criminellement responsable est de savoir s'il distingue le bien du mal. Et Sydney était capable de faire cette distinction au moment du crime. À la fin, Steven, son père, a lu une lettre qu'il avait écrite dans laquelle il disait qu'il ne fallait pas la condamner à la prison mais la soigner. Il a dit que sa femme n'aurait jamais voulu que leur fille aille en prison. Le procès a duré 3 semaines, 3 semaines durant lesquelles Sydney n'a cessé de pleurer. Après 3 jours de délibération, le 20 septembre 2023, elle a été reconnue coupable de meurtre et de falsification de preuves. Elle a été condamnée à perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans. Le juge a opté pour la peine minimale.
Sa famille est restée à ses côtés tout au long du procès. Après la terrible perte qu'a représentée la mort de Brenda, l'annonce du verdict fut un nouveau coup dur. Tous espéraient que les jurés reconnaîtraient la maladie mentale de Sidney et qu'elle n'irait pas en prison. C'est vraiment une histoire tragique, presque incompréhensible que je vous ai présentée aujourd'hui. Comment Sidney, cette fille modèle, a-t-elle pu en arriver là? Sidney a toujours été une élève brillante et faisant la fierté de sa famille. Tout lui réussissait, elle s'était construite ainsi. Elle n'était pas habituée à l'échec et lorsqu'elle y a été confrontée pour la première fois à l'université, elle ne l'a pas supporté. Au lieu d'accepter cet échec qui n'était pas la fin du monde, nous connaissons tous des échecs et c'est ainsi que nous progressons, elle a nié la réalité faisant comme si rien ne s'était passé. Au-delà du fait qu'elle ne voulait probablement pas décevoir ses parents, la jeune femme ne voulait pas renoncer à cette image de la bonne élève, la fille qui réussit. Elle n'a jamais osé leur dire la vérité. Lors des vacances de fin d'année, elle aurait dû en parler à ses parents, d'autant plus qu'ils s'étaient toujours montrés compréhensifs et soutenants. On l'a vu d'ailleurs lorsque Steven a appris une partie de la vérité, il lui a dit qu'ils allaient l'aider et qu'il serait toujours là pour elle. Mais, pour une raison ou une autre, elle n'a pas réussi à leur en parler et est retournée à l'université. Là, elle s'est retrouvée prise dans un terrible engrenage de mensonges. Elle a essayé de maintenir les apparences le plus longtemps possible en côtoyant ses amis sur le campus, en continuant à fréquenter sa sororité, en se rendant en cours. Malheureusement, la réalité l'a rattrapée et elle a dû quitter le campus. Là encore, elle aurait pu enfin tout expliquer et demander de l'aide à ses parents, mais j'imagine qu'elle avait l'impression de s'être trop enfoncée dans le mensonge. Lorsqu'on ment, plus le temps passe, plus on s'enfonce dans le mensonge et plus il est difficile d'en sortir. Je vous renvoie à ce propos sur la tragique affaire de Laurie Hacking, le lien est en description. Sidney a donc continué sa fuite en avant en dormant dans des hôtels ou dans sa voiture. Pendant ce temps, ses parents qui lui faisaient confiance ne se doutaient de rien. Leur fille, qui devait se sentir honteuse et extrêmement stressée par toute cette situation, passait son temps à maintenir les apparences. Peut-être que tout ce stress et cette angoisse ont développé chez elle des troubles mentaux. Quand la vérité a été sur le point d'éclater, elle ne l'a pas supporté. J'imagine que lorsque le téléphone a sonné et que sa mère a commencé à parler avec le doyen de l'université, Sidney savait qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière et que ses parents allaient tout découvrir. Elle a alors empêché sa mère de découvrir la vérité de la plus horrible des manières en la tuant. Elle a préféré tuer sa mère, entraînant inévitablement des conséquences dramatiques pour elle et pour toute sa famille, plutôt que d'accepter la réalité. Si elle avait été lucide, elle aurait vite fait le calcul et se serait rendue compte qu'en agissant ainsi, sa situation allait empirer. Que risquait-elle au fond si ses parents découvraient toute la vérité? Peut-être les décevoir dans un premier temps, puis finalement trouver du réconfort et du soutien. Elle ne risquait en réalité pas grand-chose. Je pense, et cela n'engage que moi, que Sidney était en réalité très narcissique. Lorsqu'elle a attaqué sa mère, je ne suis pas sûre qu'elle avait peur de sa réaction, de la décevoir, mais je pense que ce qu'elle voulait éviter par-dessus tout était que sa valeur baisse aux yeux de sa mère. Elle a préféré la tuer plutôt que d'accepter de voir l'image de la fille parfaite qu'elle s'était créée voler en éclats. Ses parents souhaitaient qu'elle réussisse ses études, la poussaient dans ce sens, mais il ne me semble pas qu'ils lui mettaient une pression exacerbée. Ils espéraient, comme tous les parents, que leur enfant réussisse. Ils ne la rabaissaient pas, n'exerçaient pas de violence physique ou psychologique, ni ne l'humiliaient. Elle n'avait aucune raison de faire ce qu'elle a fait, si ce n'est à cause d'un haut degré de narcissisme. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Pensez-vous que Sidney était pénalement responsable ou croyez-vous qu'au moment du crime, elle était en plein délire? Malheureusement, aujourd'hui, sa mère a perdu la vie, sa famille est brisée et elle va passer de nombreuses années en prison. J'imagine la souffrance de sa famille. Ils ont perdu Brenda ce jour-là, mais aussi Sidney.
Elle avait peur de leur révéler la vérité et pourtant, malgré son crime, ils sont toujours restés à ses côtés, l'ont soutenue jusqu'au bout et la soutiennent encore, militant pour qu'elle sorte de prison et intègre un établissement spécialisé. La leçon à tirer de cette affaire est que si vous avez quelque chose de difficile à avouer, même si vous avez peur de la réaction de vos proches, peur de les décevoir, il vaut mieux assumer ses erreurs et ses échecs plutôt que de fuir la réalité et de s'enfoncer dans le mensonge. Demandez de l'aide à vos proches, acceptez vos erreurs. Aucun mensonge n'est meilleur que la vérité, même si celle-ci fait mal. Sydney a été reconnue coupable et pénalement responsable du meurtre de sa mère. J'ai récemment traité une affaire qui, de prime abord, pourrait sembler similaire à celle d'aujourd'hui, l'histoire d'Isabella Guzman qui a également tué sa mère. Je vous mettrai le lien en description. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous conseille d'aller la regarder. Isabella, tout comme Sydney, a plaidé la folie et comme vous le verrez, les conclusions et l'issue du procès ont été complètement différentes. Ce qui a clairement pesé contre elle dans la balance, c'est que Sydney a tenté de maquiller la scène du crime, contrairement à Isabella. J'ai vraiment une pensée particulière pour la famille de Sydney qui a perdu non pas un mais 2 membres ce jour-là. De l'avis de tous, Brenda était une personne belle, généreuse, douce et aimante, et j'espère qu'elle repose désormais en paix pour l'éternité. J'espère que, malgré la tristesse de cette affaire, vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Brenda dans les commentaires. Pour me soutenir, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque-là surtout, restons prudents!